Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 20 octobre 2022 et je voudrais continuer à prendre appui sur cet ouvrage là que j'ai découvert il y a quelques jours, écrit par René Guénon, La crise du monde moderne, chez Folio Essai. Donc c'est surtout une sorte, je découvre en même temps que je lis c'est le texte que je suis en train de lire, et c'est surtout une sorte d'alibi pour digresser sur la théorie que je développe euh, sur le site mécaniqueuniverselle.net, une théorie qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité et qui essaie de démontrer que nous allons vers une sorte d'ultime perfection, de perfection indépassable, on va dire. Euh, L'humanité entière va vers cet état-là, vers un état de perfection, qui est un état de perfection technique, donc voilà, une organisation mécanique, on pourrait dire, du monde parfaite, voilà, totalement écologique, totalement euh, respectueuse de la planète. Bon, alors évidemment, quand on voit où nous en sommes aujourd'hui, on n'a pas atteint cet état-là, bien entendu. Il faudra encore quelques siècles, je pense, de travail de l'humanité. Alors jusqu'à présent, on travaillait un peu inconsciemment, on développait cette humanité de façon un peu inconsciente à travers les siècles et les millénaires d'évolution. Euh, on se rend compte qu'on ne s'est pas posé la question réellement, clairement, où nous allons, quel est le but de l'humanité, etc. Donc, on, on construit, mais on construit sans savoir réellement ce qu'on fait. Ce qui donne ce type de construction un peu dangereuse, un peu une évolution inconsciente en fait, qui a du mal à se remettre en cause. On le voit là, aujourd'hui on se rend bien compte qu'il y a plein de choses que, si on le regarde du point de vue occidental, euh, notre comportement sur le monde est pas très est injuste quoi, et on n'a pas vraiment envie de regarder, on le sait, on a des rapports qui parlent de notre côté énergivore, notre côté un petit peu prédateur, etc., etc. Il y a beaucoup de choses que l'Occident doit faire évoluer et qu'il ne prend pas clairement en main. On le fait, hein, on fait évoluer les choses de notre côté, mais un peu en traînant les pieds. Une grande partie de l'Occident n'a pas vraiment envie de changer son, son état d'esprit, ce côté prédateur qu'on continue de développer en Afrique ou ailleurs, etc., dans le monde. Voilà. Un côté un peu destructeur pour arriver à nos fins. Voilà. Il y a tout un tas de choses maintenant qui paraissent complètement dépassées dans, au moment de l'évolution où nous en sommes, au moment à l'évolution de conscience que nous avons atteint, il y a des choses qui semblent vraiment dépassées. Le fait de travailler, d'agir dans cette humanité de façon aussi égoïste, par exemple, ça paraît complètement rétro, quoi. Hein. On n'est plus à ce niveau-là, on est au moment du village planétaire. Donc l'Occident devrait se montrer beaucoup plus irréprochable que ça, beaucoup plus euh, euh, qu'il puisse servir d'exemple un petit peu. Alors,
Il y a des choses qu'on fait très bien, il y a des choses voilà, il ne faut pas non plus euh, regarder que le côté négatif, mais il est important de regarder ce négatif et pour évoluer, pour avoir un comportement plus intelligent dans cette humanité maintenant où nous avons, euh, que nous devons faire évoluer de façon collégiale, de façon globale, avec l'ensemble des acteurs de cette humanité. Voilà. Hein. Et alors, encore une critique de l'Occident qu'on pourrait faire, c'est ce côté vraiment narcissique que nous avons hérité de ces siècles de domination. En fait, le narcissisme, c'est l'incapacité de voir l'autre qu'on considère comme inférieur, hein, qu'on considère comme subalterne ou comme notre esclave ou comme voilà notre colonisé. Voilà. Et donc, ce type de mentalité parcourt encore une grande part l'esprit dominant de l'Occident, l'esprit des dominants. Ils le sont d'ailleurs esclavagistes envers leur propre peuple, hein, par certains côtés. Voilà, le fait de, ne, de ne pas donner les moyens aux plus pauvres d'entre nous de vivre dignement en dehors de survivre. Maintenant, il y a des gens qui doivent avoir deux métiers pour pouvoir juste survivre et même pas pouvoir mettre de côté. Enfin, c'est de l'esclavagisme tout simple. Et ça, euh, on l'organisation actuelle de la société qui fait que les médias sont passés du côté de l'oligarchie, du côté des puissants, fait que on sait les choses, ça se dit un peu comme ça, de façon marginale, mais il n'y a aucun travail qui est fait pour changer les choses. Et ça, c'est depuis un bon moment déjà. Donc on constate, les médias constatent, mais ne font aucun travail pour faire bouger les choses. Alors que quand ils veulent faire bouger certaines choses, ils mettent la pression aux politiques quand il y a un crime ou quelque chose qui les révolte. Euh, ils mettent suffisamment de pression pour que le politique soit obligé de légiférer directement, clairement, tout de suite, immédiatement, euh, dans, dans, pour changer les choses. Mais c'est toujours des choses qui intéressent la classe dominante, en somme, dans laquelle fait partie maintenant le, les élites médiatiques. Voilà. Donc, je vais commencer à lire cet avant-propos. Voilà. Euh, alors, avant-propos. Lorsque nous avons, il y a quelques années, écrit Orient et Occident. Alors, Orient et Occident, c'est un livre que René Guénon semble avoir écrit, je vais vous le dire, à quelle époque? Orient-Occident, l'erreur spirit, 1924. Donc 1924, on était en pleine colonisation. Le nazisme commençait à sortir. L'Occident était empêtré dans des scandales, des choses qui révoltaient complètement le peuple. L'Occident sortait depuis donc 6 ans de la guerre 14-18 qui avait ravagé complètement l'humanité et qui, et sans doute à ce moment-là, elle ne voulait même plus regarder de ce côté-là, elle voulait juste... il n'y avait aucune analyse en réalité.
de ce qui s'est passé. Et c'est le problème de l'Occident. Et c'est le problème de l'Occident, mais peut-être pas que, mais c'est peut-être un problème humain typiquement, mais en tout cas, l'Occident a ce problème de pouvoir analyser les choses pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus reproduire des erreurs qui sont systématiques, en somme. Et sorti de cette guerre 14-18, eh ben, l'analyse des responsabilités, des dominants, parce qu'en fait, c'est des dominants qui ont projeté ces millions de jeunes hommes les uns contre les autres et les faire massacrer complètement. Et comme il n'y a pas eu d'analyse de ce système criminel qui a envoyé des hommes au casse-pipe et à devenir de la chair à canon, eh bien, le système s'est remis en route 20 ans après. Voilà, en 38, 39, on est reparti dans le même état d'esprit. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, là, l'obscénité était telle que c'était plus possible de ne pas juger ces dominants. Donc, les dominants ont été jugés. Et à partir de là, on a créé les crimes contre l'humanité. Voilà. Chose qui sert encore à l'humanité. Mais on voit bien que plus tard, ça n'a pas empêché de nouveaux génocides d'apparaître. Donc en réalité, il n'y a pas une analyse des choses. Et c'est le problème de l'Occident. Et je pense que ça montre notre niveau de narcissisme. C'est lui qui nous empêche, en fait, c'est le narcissisme de l'Occident qui empêche d'évoluer correctement. Voilà, alors ça fait de nous des gens têtus, bornés, qui peuvent gagner des guerres. Hein. Voilà, on est des bons batailleurs, des bons guerriers, et on est méchants, on lâche pas, on est des pitbulls dans cette humanité, ça c'est sûr. Mais tout ça c'est passé. Tout ça, ça sert plus à rien, quoi. Voilà, parce que on montre juste une image désastreuse de nous. Maintenant, on est sous le regard total dans l'humanité. Tout le monde est sous le regard des autres. Donc, l'Afrique nous voit, l'Asie nous voit, le monde d'Amérique latine nous voit. Donc, c'est fini, quoi. Bien sûr qu'on arrive encore à masquer un peu les choses, à manipuler, mais le fond, fondamentalement, les gens se rendent compte de ce qui se passe. Donc ce comportement, il est plus de circonstance. Maintenant, c'est notre conscience qu'on doit développer. L'Occident doit développer sa conscience, sa bienveillance, sa capacité au partage et mettre en application tout ce que ces penseurs ont imaginé depuis des millénaires. Voilà. Donc on doit pouvoir maintenant appliquer ce que nous savons en théorie pour le bénéfice de l'humanité tout entière. Et donc regagner de l'honneur au niveau mondial. Qu'on ait qu'on puisse nous voir de façon positive et qu'on puisse avoir une image positive de nous-mêmes aussi. Et ça, c'est aux dominants qu'il incombe de faire ce travail-là. Donc, cet ouvrage-là,
Orient-Occident avait été écrit en 1922 ou 24. Par contre, celui-ci, La crise du monde moderne, a été écrit en 1946, donc à la sortie de cette guerre qui a complètement, je pense, anéanti la vision que l'Occident pouvait avoir d'elle-même à ce moment-là. De se dire, mais que... je parle des penseurs occidentaux. À la sortie de cette guerre-là, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et bon, des penseurs, il y avait, bon, voilà, du genre René Guénon, il y avait les Sartre, il y avait les Raymond Aron, il y avait des penseurs, il y en avait en pagaille, qui sortent de cet état de guerre en se disant, mais qu'est-ce que, comment l'Occident peut avoir cet état d'esprit? Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que nous sommes? Voilà, comment on peut se comporter comme ça dans le monde? Ça devait être assez, mais pas assez pour qu'on se mette vraiment à nous analyser, à dire qu'est-ce qui se passe en Occident avec la mentalité occidentale, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'il y a d'atavique en nous, pourquoi on se comporte comme ça, pourquoi il y a on a laissé arriver quelqu'un qui, en s'appuyant en disant, ben nous, comme tous les pays, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, etc., vous avez des colonies partout dans le monde, nous, vous nous laissez, nous, Allemands, vous nous laissez sans colonie, on va coloniser l'Europe, on va coloniser les pays slaves, etc., et on va en faire nos colonies. Et le monde reste là derrière avec ce type de choses, parce que dans la tête dans la mentalité de l'époque, il n'y avait pas l'idée qu'il fallait un jour ou l'autre sortir de ce système colonial, qu'il était injuste, qu'il fallait commencer à partager les pouvoirs au lieu d'essayer de les maintenir jusqu'à la dernière minute. C'est ce qui c'est en fait notre surdité et donc notre narcissisme qui fait qu'on va jusqu'au bout, qu'on va, et dans cette guerre que nous sommes en train de vivre là, c'est la même chose, l'Occident va jusqu'au bout. C'est comme un forcené, et de la même manière, les autres font la même chose. Et donc, on n'a pas de capacité de réflexion, de conscience en fait. Ça donne une sorte de courage, de vie, bien entendu, cet état de forcené comme ça. Voilà, on cède pas d'un pouce. Alors oui, en termes de guerre, on recule pas, on est là, on tient le choc, on fait, etc., etc. On est, il y a ce côté forcené qui est dans le, le truc. Mais c'est ce qui fait qu'on est capable d'aller jusqu'au pire, quoi. Parce que là, on réfléchit même plus dans ce conflit qui nous occupe entre l'Ukraine et la Russie, qui est le conflit Occident-Russie, en fait. Hein. Euh, on, on va tester jusqu'au bout le fait avec la conviction que l'autre va finir par céder. Et l'autre pense exactement la même chose. L'ennemi va finir par céder. Bref, et on peut s'auto-détruire comme ça complètement. On peut détruire deux régions, là, deux pays. Deux pays sont en train de se détruire complètement, de se détruire leurs infrastructures, etc. Deux régions, quoi, ou un pays, enfin au moins un pays au milieu, parce que il y a l'incapacité de céder sur les choses. Et donc, il n'y a plus les moyens de réfléchir, même de penser à quel point c'est absurde, quoi, que dans ce monde
où euh, nous sommes en danger sur la planète, on a beaucoup d'autres choses à faire en fait. On aurait vraiment à travailler tous ensemble. Eh bien, cet état d'esprit-là ne peut pas monter. Il ne monte pas, cet état d'esprit de solidarité. Il ne peut plus passer, quoi. Il ne peut pas passer. Et là, l'Occident, je pense, a une grande part de responsabilité. Parce qu'on n'entend pas en plus, en tant que narcissique, on n'entend pas ce que dit l'autre. Quand les Chinois disent maintenant il faut le centre du monde, ça peut pas être, ça peut plus être un seul empire qui domine tout, qui est dans cette dans, dans, dans ce système-là. Il faut que qu'on équilibre, qu'on partage le leadership, etc., etc. Ils s'organisent avec les BRICS, c'est-à-dire avec les pays qui... Et l'Occident n'entend pas, ne comprend pas cette demande. Il a l'impression que cette demande-là, c'est un désir de domination de l'autre, de la part de l'autre. Et donc il en a peur. Il ne peut pas lâcher prise parce qu'il a l'impression que l'autre va la servir. Et ça, c'était... les Romains ont compris déjà ça à l'époque. Par peur d'être asservi, on a servi le voisin immédiat de manière à se faire une sorte de tampon, de zone tampon. Et en faisant ça, on fait peur à l'autre, aux habitants un peu plus lointains qui disent mais alors moi aussi je vais être dominé à mon tour, etc. Donc ils s'arment. Les autres, voyant qu'ils s'arment, pensent qu'ils vont être que c'est contre eux, etc. Enfin, on est dans ces états où on ne discute pas, quoi. Il y a pas, il y a quelque chose qui... Et en plus, on s'organise pour qu'on ne parle plus. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé là. On s'est organisé, le monde s'est organisé pour qu'il n'y ait plus d'échange entre les Russes et les Occidentaux. Donc on est dans un... Et donc, à ce niveau-là, c'est plus que l'émotionnel qui va parler. C'est plus que l'émotion, c'est plus que la... Donc un rien peut dégénérer complètement le système. Donc c'est quand même assez impressionnant de se retrouver devant un monde qui est aussi inapte à prendre conscience du moment où il est dans l'évolution de l'humanité. Parce que c'est extrêmement rétrograde le comportement que nous avons tous là. Hein. On peut le dire généralement, quoi, globalement. Il n'est pas digne de la hauteur de conscience que l'humanité a atteint. Et en fait, on n'a pas pu, voilà, c'est sur les 40 dernières années, le système critique n'a pas pu critiquer l'Occident, n'a pas pu s'autocritiquer et dire, bon, on est un peu offensif là, on se comporte pas bien dans le monde, on se comporte pas comme il le faut dans telle et telle partie du monde, on engendre beaucoup de chaos, de guerre, de violence, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien ça, on n'a pas pu analyser cette chose-là, parce que les médias étaient détenus par les dominants. Donc ils n'ont pas laissé passer ce type de réflexion. Et donc les dominants, en bloquant le système de la critique, en n'ayant plus de système critique devant eux, sont rentrés dans cet état de toute puissance. Ils ont dit, bon ben voilà, personne ne dit rien, on peut faire ce qu'on veut en fait.
Et en fait, c'est juste parce qu'ils ont brimé, ils ont neutralisé l'esprit critique, et donc ils ont cru qu'en fait, il n'y avait plus d'esprit critique. Mais personne ne pouvait plus parler, pouvait plus dire, c'est plus supportable. Là, il y a l'Occident, on se comporte trop mal dans le monde, c'est pas possible. Alors, ça a commencé dans les années 80 de façon, à partir du moment où le mur de Berlin est tombé, et où le challenger du capitalisme a été vaincu, le capitalisme est rentré dans un système de toute puissance. Et là, il y a quand même quelque chose de... La corporation qui s'est mal comportée, c'est la corporation des médias. C'est non seulement les médias, il y a eu les médias, mais bien sûr, il y a eu tout ce qui était destiné à, normalement, à servir de garde-fou au, au libéralisme. Pour maintenir le libéralisme dans son éthique, dans sa morale, dans un bon comportement, euh, comme il était en fait dans les 30 glorieuses, plus ou moins, il était un peu dans cet état-là, parce que justement, il avait en face un garde-fou qui était le communisme, qui était la Russie, enfin l'URSS, la Chine, etc. Et donc, le libéralisme de l'époque devait se comporter correctement. À partir du moment où il a flingué son challenger, qu'il a anéanti tous les garde-fous qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire les syndicats, les partis d'opposition et les médias. À partir de là, il est rentré, le libéralisme est rentré dans un état de toute puissance, qui est ce qui a donné le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme. Et à partir de là, il s'est cru capable d'avancer constamment dans le truc. Et il a ravagé une grande partie de la planète. C'est de là où il a commencé à déclencher des guerres pour prendre le pouvoir à droite et à gauche sur cette planète. Et en fait, il a fermé une grande partie de la planète par les chaos qu'il a causés, en pensant que c'était intelligent, quoi. Comment des médias, comment des penseurs, comment des journalistes ont laissé les dominants de l'Occident, certains dominants de l'Occident, pouvoir dire on va vous ravager, on va vous anéantir et vous ramener au Moyen-Âge. Comment on a pu laisser penser et dire, parce qu'en fait le narcissisme, c'est sa grande caractéristique, il finit toujours par dire ce qu'il fait, quoi. Il finit toujours par le dire d'une certaine façon. Même s'il avance masqué, etc. Mais en fait, c'était ça qu'il voulait faire, c'était ramener à l'échelle, ramener au Moyen-Âge des parties de l'humanité, sans même imaginer qu'après, il fallait vivre avec ce Moyen-Âge qu'on a constitué. C'était des aberrations. Et le fait que les médias n'aient pas laissé monter l'esprit critique, parce que là, normalement, dans les médias, il aurait dû y avoir des centaines d'intellectuels qui viennent et qui disent « Mais vous êtes fous, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, de ce que vous voulez faire pour protéger vos petits à tel et tel endroit du monde, vous pouvez semer le chaos de partout tout autour en croyant que en semant le chaos, ça allait protéger vos intérêts. Mais bien sûr que non, en fait, ça a mis le chaos dans l'humanité, tout simplement. Et après, il faut vivre avec le chaos à nos portes, hein. Alors, il faut dresser des murs, enfin, c'est des aberrations, quoi. Et tout ça parce qu'on n'a pas laissé les critiques venir dans ces médias. Donc les médias sont absolument responsables
de ce qui se passait. Pourquoi depuis 20 ans, je n'arrête pas de lutter contre, de critiquer le système médiatique. Parce qu'en fait, il est totalement responsable de l'état d'esprit. Alors oui, on peut lui donner des circonstances atténuantes. Ils ont été corrompus, on leur a enlevé l'oligarchie en s'accaparant les médias, ils les ont privatisés, et donc ils ont mis ces grands journalistes sur des sièges éjectables, les présentateurs, les animateurs. D'un côté, ils étaient corrompus en étant surpayés, en leur donnant des salaires hallucinants, quoi, qui les a déconnectés complètement du peuple, en fait. C'était plus des journalistes classiques. S'ils gagnaient 30 ou 40 000 balles par mois, c'est terminé. Comment il peut critiquer un système qui les paye comme ça? C'est fini. Il peut même plus aller parler de l'injustice, quoi. C'est terminé. Donc, ils sont corrompus d'un côté. Ils ont été les plus virulents ont été virés directement. Et puis, ils étaient sur des sièges éjectables. Donc, ils étaient susceptibles d'être virés du jour au lendemain. Et donc, de se retrouver à ne plus à être dans un problème majeur. Parce que quand on a un rythme de vie à 30 000 balles par mois, ben on a un appartement comme ça, un truc, etc., des crédits, des ci, des ça, qui sont cohérents avec ça. On ne peut même plus régresser dans ce système-là. Donc on est obligé de dire ce que le patron veut qu'on dise. Et même en disant, personne ne m'oblige, etc., je fais... mais en fait, il ne pouvait plus. La corruption est beaucoup plus forte que la censure. Contre la censure, on développe un courage. Le journaliste développe du courage. Il ne supporte pas d'être censuré, d'être interdit. Mais avec la corruption, il n'y a rien à faire. La corruption, c'est pourquoi j'écris la corruption est beaucoup plus forte que la censure sur la mécanique universelle. J'écris ça. Voilà. Ben, ça serait bien d'avancer un peu quand même sur ce René Guénon. Là. Allez, on va quand même avancer un peu. Donc, lorsque nous avons, il y a quelques années, écrit Orient et Occident, c'était le livre, nous pensions avoir donné sur les questions qui faisaient l'objet de ce livre toutes les indications utiles, pour le moment tout au moins. Depuis lors, les événements sont allés en se précipitant, avec une vitesse toujours croissante, et sans nous faire changer d'ailleurs un seul mot à ce que nous disions alors. Donc, en fait, ce qu'il écrivait en 1920, ça tenait encore à la sortie de la guerre en 1946. Donc il avait déjà compris, il avait vu le problème que l'Occident avait à cette époque-là. Ils rendent opportunes certaines précisions complémentaires et nous ramènent à développer des points de vue sur lesquels nous n'avions pas cru nécessaire d'insister tout d'abord. Ces précisions s'imposent d'autant plus que nous avons vu s'affirmer de nouveau, en ces derniers temps, et sous une forme assez agressive, quelques-unes des confusions que nous nous sommes déjà attachés précisément à dissiper, tout en nous abstenant soigneusement de nous mêler à aucune polémique. Nous avons jugé bon de remettre les choses au point une fois de plus. Il est dans cet ordre des considérations mêmes élémentaires qui semblent tellement étrangères à l'immense majorité de nos contemporains que pour les leur faire comprendre, il ne faut pas se lasser d'y revenir à maintes reprises, en les présentant sous leurs différents aspects et en expliquant plus complètement, à mesure que les circonstances le permettent, ce qui peut donner lieu à des difficultés qu'il n'était pas toujours possible de prévoir du premier coup. Le titre même du présent volume demande quelques explications que nous devons fournir avant tout, afin que l'on sache bien comment nous l'entendons et qu'il n'y ait à cet égard aucune équivoque. Que l'on puisse parler d'une crise du monde moderne, donc de l'Occident en somme,
en prenant ce mot de crise dans son acception la plus ordinaire, c'est une chose que beaucoup ne mettent déjà plus en doute. Et à cet égard, tout au moins, il s'est produit un changement assez sensible. Sous l'action même des événements, certaines illusions commencent à se dissiper et nous ne pouvons, pour notre part, que nous en féliciter. Car il y a là, malgré tout, un symptôme assez favorable, l'indice d'une possibilité de redressement de la mentalité contemporaine. Il pensait que ça allait pouvoir se redresser, cette mentalité contemporaine, à l'époque. Et je me demande s'il était encore vivant, comment il percevrait ces années qui sont passées depuis 1946. Quelque chose qui apparaît comme une faible lueur au milieu du chaos actuel. C'est ainsi que la croyance à un progrès indéfini, qui était tenu naguère encore pour une sorte de dogme intangible et indiscutable, n'est plus aussi généralement admise. Déjà à l'époque, l'idée sur le progrès indéfini commençait à être mise en doute. Je vous rappelle que ce livre a été écrit en 1946. Certains entrevoient plus ou moins vaguement, plus ou moins confusément, que la civilisation occidentale, au lieu d'aller toujours en continuant à se développer dans le même sens, pourrait bien arriver un jour à un point d'arrêt, ou même sombrer entièrement dans quelque cataclysme. Eh bien oui, bien sûr, parce que les valeurs du marché, du consumérisme, déjà étaient toutes puissantes à son époque, et d'autant dans les années 20. C'est-à-dire que il n'y avait plus autour du marché, c'était le marché qui avait pris le pouvoir, hein, c'était le capitalisme qui était là depuis longtemps déjà. Et autour du capitalisme, il n'y avait plus le spirituel, il n'y avait plus un pendant, il n'y avait plus une force capable de dire, bon, c'est bien, on a besoin des objets, on a besoin du progrès, on a besoin de toutes ces choses-là, c'est très important, mais le fond, on l'a perdu, on a perdu le fond de l'être. On est sur l'avoir, vous parlez de l'avoir, vous nous développez l'avoir, etc. Alors c'est génial, on a du confort, et grâce au confort, comme le dit Malebranche, on, on peut, on peut spiritualiser, mais si rien ne nous donne la possibilité de spiritualiser la vie, de comprendre le fond du pourquoi nous sommes présents sur cette terre, quel est le sens de la vie humaine, quelles sont les valeurs majeures, importantes de l'humanité, l'amitié, voilà, l'amour du prochain, la bienveillance, l'esprit de famille, etc. Des choses qui pouvaient être importantes. Si on s'éloigne de ça, qu'est-ce qui reste? Donc je continue. Peut-être cela ne voit-il pas nettement où est le danger et les craintes chimériques ou puériles qu'il manifeste parfois prouvent suffisamment la persistance de bien des erreurs dans leur esprit. Mais enfin, c'est déjà quelque chose qu'ils se rendent compte qu'il y a un danger, même s'ils le sentent plus qu'ils ne le comprennent vraiment, et qu'ils parviennent à concevoir que cette civilisation, dont les modernes sont si infatués, n'occupe pas une place privilégiée dans l'histoire du monde, qu'elle peut avoir le même sort que tant d'autres qui ont déjà disparu à des époques plus ou moins lointaines, et dont certaines n'ont laissé derrière elles que des traces infimes, des vestiges à peine perceptibles ou difficilement reconnaissables. Bien sûr qu'il y a ce problème. On est la civilisation, une civilisation est vulnérable. On peut très vite tomber on le sait comment des grandes civilisations se sont effondrées
pour des raisons ou d'autres, par manque d'eau, par manque de réflexion sur les structures de la cité, par la guerre, voilà, par la cruauté chez les Romains. Les Romains sont tombés en quoi 200 ans, 100 et quelques années, très vite, et ils ont été terrassés par quelques chrétiens sous extase qui n'ont pas pris les armes contre eux, hein, mais qui simplement leur ont montré que leurs valeurs, les valeurs des Romains, c'était fini, quoi. Elles avaient plus lieu d'exister dans cette nouvelle humanité. Avant, elles étaient, oui, pour les siècles précédents, pour à l'époque grecque, avant, etc., c'était tout à fait cohérent ce que vivaient les Romains, l'impérialisme, etc., le fait de... Mais à un certain moment, ils étaient plus en phase avec la conscience de l'humanité. Et donc, ils ont été renversés, mais aussi rapidement que ce qui nous pend au nez en réalité en Occident. Parce qu'on est en décalage avec la conscience de l'humanité. Voilà ce que je tiens à dire. Donc, ben, je vais peut-être pas... je vais arrêter là, parce que ça fait déjà une vidéo assez longue, et je vais reprendre au prochain épisode. Voilà. À très bientôt. Merci de votre écoute.